Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un domaine scientifique en pleine expansion. Dans le cadre de notre cours d'optique, nous avons eu l'occasion de travailler dans plein de domaines plus intéressants les uns que les autres. Nous avons alors décidé d'étudier les réseaux de Bragg. Mais que seraient les réseaux de Bragg sans leur fidèle acolyte, la fibre optique? Dans un premier temps, nous allons donc vous présenter la fibre optique, son fonctionnement, ses avantages et les domaines dans lesquels on le retrouve, afin de mieux comprendre les réseaux de Bragg. Vous connaissez déjà le terme de fibre optique, mais savez-vous qui elle est vraiment? La fibre optique intervient dans de très nombreux domaines tels que le médical, l'industrie ou la défense. Mais le domaine dans lequel elle est le plus présente reste la télécommunication. C'est notamment grâce à elle qu'Internet arrive chez nous. Aujourd'hui, dans un monde rempli d'informations qui circulent sans cesse, le passage de la technologie des câbles coaxiaux anciennement utilisés à celle de la fibre optique a permis de multiplier le débit d'informations par 40. Mais Louis, comment ça marche la fibre optique? Eh bien Rémi, c'est très simple. La fibre optique est composée de trois éléments. Une protection, Qui entoure la fibre, un cœur composé de silice mélangé à du germanium d'indice de réfraction N environ égal à 1,5, dans lequel circule le faisceau lumineux comportant l'information, et une gaine. qui permet de créer une interface propice au phénomène de réflexion. Il faut néanmoins deux conditions pour que la réflexion fonctionne, à savoir un angle suffisamment grand pour éviter le phénomène de réfraction, et une différence d'indice de réfraction entre la gaine et le cœur. Il existe deux types de fibres. La fibre multimode dans laquelle le cœur est plus gros, environ 50 micromètres de diamètre. La lumière peut donc se propager selon plusieurs chemins. Et la fibre monomode avec un cœur beaucoup plus petit, c'est-à-dire environ 9 micromètres. Dans ce cas, la lumière se propage selon une seule direction de propagation qui est imposée. La différence fondamentale entre ces deux fibres est leur prix. La seconde est plus chère du fait qu'elle soit plus complexe à réaliser. Maintenant que la fibre optique n'a plus de secret pour vous, il est temps de s'intéresser au réseau de Bragg. Un réseau de Bragg, comme son nom ne l'indique pas du tout, est un capteur. Et ce capteur nécessite un guide d'onde qui permet justement de guider l'onde. C'est ici qu'intervient la fibre optique qui va ici jouer ce rôle. Il faut également que la lumière arrive au capteur avec une incidence normale ou quasi normale, et pour cela nous utilisons une fibre monomode. Un réseau de Bragg est constitué de la manière suivante. On crée à l'intérieur du cœur de la fibre optique de petites couches dont l'indice de réfraction est différent de celui de la silice, qui, on le rappelle, vaut environ 1,5. Ces petites couches que l'on vient de créer sont appelées les miroirs de Bragg et sont espacées d'une distance que l'on nomme le pas. Au final, on obtient un réseau de Bragg qui peut alors être vu comme un système de quelques millimètres qui permet de faire varier périodiquement l'indice de réfraction à l'intérieur de la fibre optique. Mais c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi? Eh bien en fait, la lumière qui passe dans la fibre possède un spectre, c'est-à-dire l'ensemble des longueurs d'onde dont elle est composée. Lorsque celle-ci va rencontrer notre réseau de Bragg, une petite partie du spectre lumineux va être renvoyée dans le sens opposé, tandis que le reste du spectre continue sa route. De plus, cette fine partie réfléchie n'est pas aléatoire. En effet, il s'agit en fait d'une fine bande spectrale autour de la longueur d'onde de Bragg, une valeur qui est propre à chaque capteur. On peut alors calculer cette longueur d'onde de Bragg grâce à la formule suivante. Lambda est égal à 2 fois n fois le pas, où lambda est la longueur d'onde de Bragg et n l'indice de réfraction du cœur. Le premier grand avantage de cette technologie réside dans le fait que la bande spectrale renvoyée par le capteur est très fine, et on considère alors que cela ne perturbe que très peu, voire pas du tout l'information. Le deuxième et très important avantage est sa propriété de multiplexage, c'est-à-dire que l'on peut implanter dans une même fibre un nombre important de capteurs, espacés de quelques millimètres à plusieurs mètres, sans pour autant détériorer le signal. Jusqu'à présent, nous ne vous avons pas encore parlé du réel intérêt du réseau de Bragg. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le réseau de Bragg est un capteur. Son but est d'informer sur l'environnement de la fibre, c'est-à-dire sur plusieurs paramètres tels que la température environnante, l'élongation de la fibre, la pression appliquée et même, dans certains cas plus complexes, l'accélération et le déplacement. Mais comment est-ce possible? En fait, il est possible d'observer certains changements dans le milieu extérieur, comme par exemple une élévation de la température ou une contrainte appliquée à la fibre. Ces changements vont alors entraîner des modifications internes à la fibre. Je m'explique. La température va avoir tendance à changer l'indice de réfraction du milieu, et qui dit changement d'indice de réfraction, dit modification de la longueur d'onde de Bragg. Dans le cas d'une élongation, c'est la même chose. Les miroirs de Bragg vont avoir tendance à se rapprocher ou à s'éloigner, et donc on observe une modification du pas
et donc également une modification de la longueur d'onde de Bragg. Toute la difficulté est maintenant de réussir à retrouver les modifications du milieu extérieur grâce à notre nouvelle longueur d'onde de Bragg, récupérée par une centrale d'acquisition. Pour cela, on utilise la loi suivante. Delta lambda sur lambda est égal à A delta T plus B epsilon plus C delta P. À première vue, cette équation peut paraître compliquée, mais pas de panique. Nous allons nous placer dans un cas d'étude particulier et dans un premier temps, nous allons calculer qu'une seule variation à la fois. L'équation se transforme en 3 sous-équations. Pour la température, delta lambda sur lambda est égal à A delta T avec A la sensibilité thermique du réseau de Bragg qui est environ égale à 6,32 fois 10-6 degrés moins 1. Pour l'élongation, le rapport delta lambda sur lambda est égal à B fois epsilon, avec B qui est la sensibilité de contrainte du réseau de Bragg. B est environ égal à 0,788 sans unité. Pour la pression, notre quotient est égal à C fois delta P, avec C qui est la sensibilité de pression du réseau de Bragg. Donc c'est environ égal à moins 2,87 fois 10-6 mégapascal moins 1. On voit donc que grâce à ces formules et en arrangeant les équations, on peut isoler nos inconnus, tandis que toutes les autres variables sont connues. On retrouve alors les valeurs qui nous intéressent, à savoir les variations de température, d'allongement ou encore de pression. Bon là c'est le cas simple. Mais si maintenant on veut surveiller plusieurs paramètres en même temps, c'est aussi possible. Il suffit d'utiliser plusieurs capteurs. En effet, la propriété du multiplexage nous permet de pouvoir disposer plusieurs capteurs à des endroits différents. Il suffit donc de placer des capteurs à des endroits stratégiques pour permettre de simplifier les équations et alors de pouvoir surveiller plusieurs paramètres avec la même fibre optique. Maintenant que nous connaissons mieux les réseaux de Bragg, il reste à les fabriquer. Il existe 2 méthodes pour fabriquer un réseau de Bragg. La première est la photoinscription par masque de phase, et la deuxième est celle de la photoinscription par holographie transverse. Cette dernière étant plus sensible aux variations, il est presque impossible de l'utiliser industriellement. Nous allons donc plutôt présenter la technique de photoinscription par masque de phase. Tout d'abord, il faut rappeler que le cœur est composé d'un peu de germanium, et grâce à cela, la fibre optique devient photosensible dans l'ultraviolet. En fait, cela signifie que l'exposition aux rayons UV induira un changement permanent de l'indice de réfraction. On envoie alors un rayon UV sur un masque de phase qui va diffracter le rayon et créer des interférences. On place ensuite notre fibre optique dans la zone d'interférence et grâce à ces dernières, l'indice de réfraction de la fibre optique n'est alors modifié que périodiquement. On a alors créé au sein de notre fibre optique nos miroirs de Bragg et donc notre réseau de Bragg. Pour finir, intéressons-nous aux différents domaines d'application de ce capteur. Bien que ce capteur soit une technologie plutôt récente, il s'est déjà beaucoup développé et il se retrouve dans de très nombreux domaines. L'exploitation offshore, Où on les utilise pour vérifier la pression et les contraintes subies par les conduites d'hydrocarbures, l'aviation, où l'on s'en sert pour surveiller la température des réacteurs dans certains avions, le génie civil, où certains ponts sont équipés de cette technologie dans le but de vérifier si l'élongation n'est pas trop importante. l'automobile, Très présent sur les chaînes de montage pour également surveiller la température. le réseau de Bragg est une technologie qui comporte énormément d'avantages. Elle est à la fois discrète, légère et résistante. Elle est insensible à la corrosion, aux radiations nucléaires et aux champs magnétiques et électromagnétiques. Elle peut être utilisée dans des environnements sous haute température et pression. Elle ne nécessite aucune énergie électrique On a la possibilité d'implanter de nombreux capteurs sur une même fibre. et c'est une technologie très fiable et ayant une grande durée de vie. Néanmoins, elle rencontre à l'heure actuelle 2 problèmes majeurs, à savoir son prix. En effet, un seul capteur coûte aux alentours de 15 €, tandis que la centrale d'acquisition coûte à elle seule environ 5 000 €. Dans un second temps, on peut noter que la technologie étant récente, toutes les fibres optiques installées auparavant ne pourront donc pas être équipées de cette technologie, étant donné qu'elles sont inaccessibles. Pour conclure sur notre travail, on peut dire que la technologie des réseaux de Bragg est une technologie à la fois actuelle mais aussi future. En effet, elle comporte déjà de grands avantages, mais on ne peut pas la considérer comme une technologie grand public étant donné son prix. Mais on peut aisément imaginer qu'avec l'avancée des techniques de production, son prix chute fortement dans les prochaines années, et alors elle pourra s'immiscer dans de nouveaux domaines dans lesquels elle n'opère pas encore. Et n'oubliez pas de lâcher pouce bleu pour plus de vidéos.